Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, créateur et créatrice d'idées. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, ravi de t'avoir parmi nous. On plonge aujourd'hui dans le thème palpitant du syndrome de l'imposteur et de la procrastination. Prêt à comprendre comment sortir de ce cercle vicieux? Allons-y. On va voir pour commencer, qu'est-ce qu'on a comme piège derrière ce fameux syndrome de l'imposteur. Déjà, il faut savoir que c'est tout autour de la question du doute. Le doute sur soi, le manque de confiance en soi, mais quelque chose qui est plus sous la forme d'un trouble, quelque chose qui vraiment est quand même bien installé. C'est comme une forme de tourbillon d'autodoute en fait. Voilà. Le syndrome de l'imposteur peut paralyser ton action. Imagine par exemple Frida Kahlo qui hésite à peindre ses chefs-d'œuvre par crainte du jugement. Alors il y a des artistes qui ont du mal, qui peuvent douter, mais imagine si à un moment donné tu ne vas pas jusqu'au bout et que Frida Kahlo par exemple ne l'aurait pas fait, ça aurait été des chefs-d'œuvre qu'on n'aurait pas découvert, quels que soient d'ailleurs les artistes, quels que soient les entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller au bout de leurs envies ou de leurs idées parce qu'il y a ce fameux doute, ce fameux syndrome là en l'occurrence, et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura pas ce que ces personnes-là avaient possibilité de construire, de créer. Et si à un moment donné, par crainte du jugement, et c'est souvent ça qui fait peur, l'idée c'est justement d'apprendre à le faire malgré le jugement, malgré la peur du jugement, ce qui sont deux choses quand même différentes, et malgré aussi notre manque de confiance en nous. Donc dans ces cas-là, on peut travailler dessus, et c'est ça qui est bien de se dire. C'est un sujet intéressant, passionnant, c'est même au-delà de je me sens comme un imposteur, on a vraiment derrière souvent l'idée que c'est ultra négatif. En fait, oui, bien sûr que on n'a pas envie d'avoir ce syndrome-là, mais souvent ça cache aussi du positif. Et ça, on va le voir aussi par la suite. C'est important que vraiment tu te rassures avec ça. On passe souvent par ces manques de confiance. Tout le monde n'a pas le syndrome de l'imposteur non plus, mais c'est quelque chose qui s'aide plutôt bien. Le but ici, c'est de commencer à définitivement briser ces chaînes. Donc pense à toutes ces personnes qui auraient pu et qui n'ont pas osé, juste parce qu'elles n'ont pas osé créer et montrer ce qu'elles savaient faire parce qu'elles doutaient trop d'elles-mêmes. Je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auraient pu te dire non, vraiment, j'aurais eu vraiment peine si par exemple moi Freddie Mercury n'aurait jamais montré ce qu'il savait faire, si Steve Jobs ou n'importe quelle autre personne connue ou écrivain, Agatha Christie, qui tu veux, n'avait pas créé les œuvres qu'elle a créées. Alors tu peux aimer ou pas aimer, mais en tout cas on serait passé à côté de vraies pépites. Donc le but c'est d'arriver à s'en rendre compte et à briser ces chaînes. C'est un cercle vicieux en fait, il y en a plein qui existent, beaucoup de ce qu'on appelle des schémas de fonctionnement. Souvent on met en place des mécanismes de défense en fait quand on a vécu soit des traumatismes, soit qu'on a reproduit des croyances de personnes qui nous entouraient, qui ont vécu elles-mêmes des choses ou qui ont elles-mêmes reçu de la part de leur entourage. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Généralement on a nous-mêmes nos cercles vicieux. Et il y en a un qui, on va en parler aujourd'hui parce que ça fait partie aussi du thème, c'est la procrastination. Procrastiner devient souvent le refuge en fait face au doute. C'est un peu une pseudo-zone de confort, mais qui est pas confortable en fait. Et tu t'en rends compte quand tu procrastines, à un moment donné, alors il y a aussi une bonne procrastination. Alors il y a celle où ça nous fait un peu du bien, comme la sérendipité, c'est-à-dire on se balade, on tombe sur quelque chose et puis après on tombe sur autre chose et on se dit tiens en fait je suis tombée là-dessus, c'est intéressant. Un peu ça peut aller, ça fait du bien, c'est un petit peu de lâcher prise aussi. Mais si à un moment donné on est dans de la procrastination, par exemple d'évitement, je fais tout le temps mon ménage, je fais tout le temps autre chose. C'est pas juste que j'ai envie de faire le ménage ou que je dois le faire, mais vraiment je fais tout le temps autre chose plutôt que ce que j'ai envie de mettre en place. Là, va falloir se poser des questions parce que soit c'est que effectivement, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire,
soit c'est des choses que tu as envie de faire, mais il y a autre chose qui te bloque derrière. Donc, et là-dessus, il peut y avoir par exemple le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est souvent un refuge, mais la majorité du temps, la procrastination, les gens, ils en ont marre en fait. Ils voient bien que ils passent plus de temps, par exemple, à regarder une série des jours et des jours d'affilée ou à jouer, et alors qu'ils aimeraient avancer. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se rendre compte de ça et de sortir aussi de ce fameux cercle vicieux qu'est la procrastination. J.K. Rowling a vaincu l'inertie en écrivant malgré les obstacles. Il y en a beaucoup qui passent par la procrastination. Je pense que ça fait aussi partie un petit peu du quotidien de beaucoup de personnes, de le vivre au moins de temps en temps. Après, il y a des personnes qui sont vraiment bloquées dedans et quitte parfois même, moi j'en vois certains qui vont même plus, qui vont plus en cours ou qui vont plus, qui arrêtent un projet dans lequel ils étaient pourtant vraiment, voilà, ils avaient de quoi raconter. Comme on dit, ils étaient prometteurs et en fait, ils ont arrêté. Bon, voilà, c'est un choix. Donc, comment sortir de cette spirale? Ça, on va voir ensemble. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a comme émotion derrière cette inaction. Donc, derrière, généralement, il peut y avoir de multiples émotions, mais celle qu'on retrouve souvent, c'est la peur. Comprendre la peur de l'échec, première étape. Donc, on va essayer de se rendre compte qu'il y a la peur. Donc là, je l'identifie. C'est la première étape. Et ensuite, effectivement, on va comprendre pourquoi j'ai peur de l'échec. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Donc, l'échec, c'est souvent le spectre derrière le syndrome de l'imposteur et d'ailleurs aussi de la procrastination. Thomas Edison a surmonté l'échec, prouvant que chaque faux pas peut nous rapprocher du succès. Donc, il s'est pris plusieurs non, plusieurs vents, refus, et il a continué. Donc, en gros, l'idée, c'est, oui, on peut échouer, mais si on reste coincé dans la peur de l'échec ou l'idée de toute façon qu'on échoue tout le temps, en fait, c'est perdu d'avance, en gros. Et on fait autre chose. Mais en réalité, si on prend conscience que l'échec fait partie, effectivement, du processus et que il peut se passer, et c'est jamais un vrai échec complet, parce que si ça fait partie du processus, voilà, c'est une étape. Et si c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre, c'est un apprentissage. Donc, finalement, même si ça donne pas ce qu'on voulait, on continue. On y va. Et ça y est, quoi. À la limite, on fait des ajustements. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, Thomas Edison. Il a fait des ajustements, comme il dit, ça a été autant de fois où il a compris comment on faisait pas une ampoule. Donc finalement, parce que en fait c'était ça, il était en train de créer l'électricité, donc prouvant que chaque faux pas nous rapproche du succès. On a aussi dans la procrastination la question de masque en fait, on masque quelque chose. C'est-à-dire que l'inaction masque des émotions plus profondes, on parlait de la peur, il y a la peur de l'échec, ça peut être aussi d'autres formes de peur, ça peut être d'autres émotions aussi. Il y a des gens par exemple, ils vont avoir peur, mais à la base, leur blessure, ça peut être l'humiliation par exemple. Je me suis sentie humiliée le jour où j'ai par exemple récité ma poésie devant la maîtresse et que la maîtresse, elle avait pas l'air enchantée ou au contraire, elle m'a même brimée, ou les camarades ont rigolé, ou je me suis sentie tout simplement pas à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe? Derrière, je peux avoir peur de le refaire. Donc je n'ose pas, j'évite. Je me dis que de toute façon, c'est pas pour moi de parler à l'oral. Au final, on se coince dedans, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui se travaille bien. Tout le monde va pas être obligé de parler devant beaucoup de monde tout le temps, mais à un moment donné, si ça devient vraiment handicapant, bloquant, vraiment, l'idée c'est d'aller comprendre qu'est-ce que masque en fait l'inaction. Voilà. Donc, quelles sont ces émotions derrière? C'est un travail qui se fait très bien. Moi, je vois avec les personnes que j'accompagne, on travaille souvent sur les fameux schémas. Donc là, on va aussi être au niveau des croyances, des pensées. Qu'est-ce que je me dis à chaque fois que je vis telle situation? Par exemple, je vais me dire oui, c'est sûr, ils vont se moquer de moi ou ils vont se rendre compte que je maîtrise pas mon sujet. Qu'est-ce que je peux faire derrière en fait au final? Ça peut être donc ok, on s'intéresse aux émotions. Comment je fais pour maîtriser ma peur, pour accepter que j'ai le droit d'avoir peur, mais que je vais pas m'arrêter que à ça, que je vais apprendre à justement que quelqu'un qui apprend à nager quand il sait pas nager, dans ces cas-là, il va apprendre à le faire petit à petit dans un petit bassin, en étant accompagné de quelqu'un de bienveillant, et puis petit à petit, il va commencer à apprendre de l'aisance. Voilà, c'est pareil. Donc finalement, c'est intéressant de faire ça, et ensuite on peut s'intéresser aussi, on verra, mais au comportement qu'on met en place et voir qu'il y en a certains qui vont plus nous aider que d'autres.
Si je suis tout le temps en train d'éviter ce que je redoute, je travaille pas ce que je redoute. Alors que si je suis en train de me dire, ok, quand j'ai une difficulté, à la limite peut-être je peux en parler à quelqu'un, ça va m'aider à comprendre comment je peux agir, un psychologue ou un coach ou même un proche qui s'y connaît bien ou qui est sympa avec vous, qui vous aide, bah vous verrez que ça va généralement vous permettre en tout cas d'aller plus loin. Après, rien remplace la pratique. Et là-dessus, bah bon, je prenais parler en public, mais ça peut être aussi d'oser faire des contenus où on parle de soi. Ça peut être créer son premier programme en ligne. J'ai vraiment plein de petites choses comme ça qui peuvent vraiment se faire. Donc Picasso disait que l'art n'est jamais fini, seulement abandonné, en fait. Et si on abandonne, bah souvent, alors il y a les fois où on abandonne parce qu'on n'a pas une continuité et on se laisse un peu happer par ce qui nous entoure. Ça, c'est une raison, moi je l'ai déjà vécu plein de fois, par exemple, où justement, bah on a envie d'aller jusqu'au bout d'un projet, et puis à un moment on se fait happer par autre chose, le travail, des histoires personnelles, etc. Et après on sait plus trop où on en est, on a l'impression qu'on repart presque de zéro, alors que c'est pas le cas, ou on s'y remet pas, on passe encore à autre chose. Bon, ça, on se rend bien compte qu'à la fin, on n'arrive pas à construire sur la durée. Mais sinon, ça peut être aussi parce que justement, on se sent pas confortable, ou parce qu'on a peur que ça fonctionne pas, ou parce que quelqu'un nous a dit fais pas ça, tu verras, ça va pas marcher. Bah en gros, si on abandonne, c'est que voilà, il peut y avoir des raisons. C'est intéressant d'aller voir quelles peuvent aussi être les raisons qui font qu'on abandonne. Parfois il y en a, ils ont même des blessures d'abandon, ils ont tendance à abandonner aussi de façon symbolique ou réelle, quoi. Voilà. Comment dévoiler les émotions derrière notre procrastination? Bah effectivement, ça peut être fait avec un psy, avec un coach qui s'y connaît, notamment bah, tout ce qui est comportemental et cognitif, hein, les TCC, ça marche très très bien. C'est une approche qui existe. On peut faire comme ça. Après, sinon, c'est d'être à l'écoute aussi de soi, de ce qu'on ressent, d'apprendre à voir les émotions pas forcément que comme négatives, parce qu'elles sont pas négatives en fait en soi, elles sont pas toujours confortables, agréables, on est d'accord, mais en fait, parfois ça fait du bien de pleurer, parfois ça fait du bien de lâcher prise, général, tout le temps d'ailleurs ça fait du bien en fait, mais ça peut faire peur. Et quand c'est de la peur, bah, généralement, ce qui peut être intéressant au début, souvent, voilà, c'est effectivement d'être accompagné. Et petit à petit, quand vous allez avancer, vous verrez que vous aurez de moins en moins besoin d'être, entre guillemets, dépendant de quelqu'un. Et là, bah, en gros, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi, en fait, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça se travaille. Je vais vous donner maintenant des astuces, en fait, anti-procrastination. Parce que c'est important de savoir aussi, au-delà des émotions, qu'est-ce que je peux faire concrètement. Parce que si je sais que j'ai un problème, bah ok, c'est déjà une étape importante, hein, parce que si on n'en a pas conscience, on peut pas faire grand-chose dessus. Mais après, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Qu'est-ce que j'ai envie de tenter? Et pas juste essayer d'ailleurs, qu'est-ce que je vais mettre en place? Vraiment. Et après, petit à petit, bah comme ça, voilà, une solution plus une autre, bah tu vas avoir en gros vraiment ton combo à toi. Voilà. Donc la puissance de la visualisation, c'est vraiment important que je t'en parle parce qu'en fait, on a vraiment un pouvoir de la visualisation sur le cerveau en fait au niveau donc des projections qu'on fait sur la suite de notre parcours. Donc souvent en fait quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'on n'ose pas faire quelque chose, c'est que déjà on s'est mis en tête que ça allait pas le faire par exemple. Où on s'est mis en tête qu'on aimerait bien, mais que c'est difficile, c'est trop long, c'est pas pour moi, c'est trop cher, voilà, bon, toutes ces choses-là. Si tu t'entraînes petit à petit, non pas à te raconter de fausses histoires, mais à visualiser que c'est quelque chose que tu peux atteindre, petit à petit, ça va devenir concret. En fait, si je te dis par exemple de penser un citron là qui est dans ta bouche, qui est tout en train de couler, qui est là, qui pétille dans ta bouche, bah en fait généralement tu as tendance à le ressentir. Si c'est pas le cas, c'est que c'est peut-être pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Sinon tu peux aussi imaginer quelque chose d'inverse, par exemple on parle de l'exemple de la craie qu'on fait crisser sur un tableau noir. Alors ça, c'est pas forcément le plus agréable, mais c'est pour te montrer que ça peut vraiment être quelque chose d'agréable, quelque chose de désagréable. Ton cerveau, bah en fait, à partir du moment où tu lui fais visualiser quelque chose, où tu lui suggères en fait, et ben il crée déjà en toi la réponse. Voilà. Donc
c'est petit à petit, en répétant ça aussi, que ça va fonctionner. Donc, comme un marin par exemple, voilà, trace sa route, ou n'importe quelle personne qui va justement préparer un projet, bah, je te recommande de visualiser tes succès, les étapes par lesquelles tu peux passer, mais plutôt sous une forme effectivement constructive, positive. Si vraiment tu vois qu'il y a quelque chose qui te rebute un peu, pourquoi pas, tu la notes, t'essayes de voir si c'est quelque chose qui va être obligatoire. Si c'est quelque chose qui est obligatoire, dans ces cas-là, sache que tu ne seras pas forcément seul. Tu peux te dire, ok, à côté de ça, je note qu'est-ce qui pourrait être la solution, qui pourrait m'aider, par quoi je pourrais passer pour mieux vivre cette étape. Voilà. Mais ça, c'est encore un autre travail plus d'analyse. Là, vraiment, je t'invite à visualiser tes succès comme si tu étais en train d'imaginer une série, une histoire dans ta tête, en fait. Cette vision guide tes actions comme une sorte de GPS qui te mène à la concrétisation de tes projets. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner. On appelle ça aussi la visualisation, donc positive ou créative. Ça peut vraiment aider. Associé en plus avec des exercices de relaxation, de sophrologie, d'hypnose. Moi, j'ai justement un audio de détente qui est sur mes podcasts. Si tu as envie d'aller voir, tu verras, tu peux utiliser cette base-là. Et ensuite, justement, te faire comme ça un petit temps où tu visualises ce que tu projettes, en fait, ce que tu as envie qui se réalise, en fait, tout simplement. Et ça peut vraiment être intéressant. Tu peux aussi te dire tes phrases qui vont te faire du bien, qui vont être plutôt encourageantes. Quand tu vois que tu as tendance à dire des choses pas très sympas, pourquoi pas les noter sur une partie d'un tableau à gauche, et à droite, tu vas essayer de noter les phrases qui sont plus constructives. Par exemple, j'y arriverai jamais, je suis trop vieille, bah ça peut être, bah il y a pas d'âge pour apprendre quelque chose et commencer à une vie qui nous plaît davantage. Si on se dit c'est trop difficile, ok, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, c'est trop difficile, bah comment je peux rendre ça plus facile? Ou ok, c'est quelque chose qui peut être difficile, donc par quelle étape je peux le découper pour que ça soit plus abordable? Est-ce que je peux demander de l'aide à quelqu'un qui a plus l'habitude? Voilà, tout ça, ça va être vraiment une façon de visualiser et de se projeter qui va te donner en plus envie. Parce que dans la procrastination, souvent en fait, il y a une sorte un peu comme ça d'état de j'ai envie, mais en même temps j'ai pas envie. Donc l'idée c'est d'augmenter l'envie et de diminuer la non-envie, maintenant de façon réaliste, parce que si tu as ultra envie et que tu peux pas aller plus vite que la musique, moi je suis passée par là, en fait au final, bah ça reste frustrant. Donc l'idée c'est de coupler, rendre les choses plus accessibles, en même temps justement petit à petit diminuer le côté rebutant, et en même temps avoir des techniques qui t'aident à rendre les choses plus réalistes, plus efficaces. Voilà, tout ça, c'est pour ça que j'aborde souvent tous ces thèmes qui sont très complémentaires et qui jouent sur les résultats aussi bien que effectivement sur le mindset en lui-même, qui lui aura un impact sur les résultats en fait. Il y a aussi les petites actions qui jouent beaucoup, pas juste la visualisation, le fait de se dire qu'on n'a pas besoin de tout révolutionner en un jour ou même en un an, parce que parfois on se dit tiens, allez, à la fin de l'année je dois avoir accompli tel CA, je dois avoir tant de clients, ok, si à un moment donné c'était plus long que ce qu'on croyait, ne serait-ce que de se donner des objectifs, mais qui soient effectivement pas trop hauts en peu de temps. Et si jamais on n'est pas tombé sur le bon chiffre, on note qu'est-ce qu'on peut en apprendre, qu'est-ce qu'on peut faire à la place, pas sur le mode du j'aurais dû, je suis trop nulle, je culpabilise, plutôt sur le mode du ok, je vois que là en fait j'ai sous-estimé le temps. C'est un grand classique, je te le dis, en fait généralement on sous-estime le temps nécessaire pour faire quelque chose, et en fait on surestime on a tendance justement à imaginer que c'est plus rapide que ce qu'on croit. Par contre, sur toute une vie, on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire. Donc voilà. Donc ça, tu peux le faire. Te dire que tu vas pas forcément tout révolutionner, et c'est pas le but en fait. Là, vraiment. Est-ce que ceux qui ont, on va dire, révolutionné un peu la société, s'étaient dit, allez, c'est sûr, je la révolutionne. Beaucoup de personnes ressentent qu'ils vont faire des grandes choses quand ils arrivent à aller loin, mais ils sont pas tout le temps en train de se dire ça doit être parfait, je dois révolutionner tout.
ou alors c'est des gens qui sont très stressés et ils l'ont fait mais pas toujours voilà, ça leur a pas toujours fait du bien ni à eux ni à leur entourage. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'agir comme tu commences à le comprendre avec moi, par petits pas. Chaque action compte, comme des coups de marteau de sculpteur sur du marbre par exemple, et ensuite ça prend forme. Tu te perfectionnes au fur et à mesure des essais et des erreurs. Tu peux utiliser bien sûr les méthodes de temps, tu peux utiliser tout ce qui t'aide à structurer, que ça soit ton temps mais aussi au niveau de ton organisation, avec des méthodes par exemple de productivité. Ça peut être aussi tout ce qui va t'aider à structurer ta pensée par rapport justement au mindset. Quand je parlais tout à l'heure de venir mettre des croyances complémentaires constructives quand tu as tendance à avoir plutôt tendance à te dévaloriser, ça c'est une façon de commencer à restructurer ta façon de penser en fait. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs de la restructuration cognitive en psychothérapie. Donc on l'utilise aussi dans tout ce qui est coaching. Et à un moment donné, ça peut vraiment être intéressant de créer une nouvelle, voilà, de structurer ces éléments. Et le temps est assez clé, effectivement, puisque voilà, c'est dans ce temps que tu vas porter ton attention et que tu auras des résultats au fur et à mesure. Tu as bien sûr la méthode Pomodoro, tu as les 20-80, tu as Parkinson, tu as pas mal de techniques dont j'ai parlé dans d'autres podcasts. Par exemple, tu peux utiliser ça. Sinon, tu utilises d'autres méthodes. Tu as bien sûr mon freebie là-dessus que tu peux retrouver gratuitement, dans lequel je donne 80 méthodes. Tu vois de quoi il s'agit et qu'est-ce que tu as envie de mettre en pratique. Et au fur et à mesure aussi, je t'apporterai encore d'autres éléments là-dessus. Des périodes de travail, donc par exemple que tu peux avoir qui sont plutôt concentrées pour la méthode Pomodoro, avec des courtes pauses, ça peut aider à briser la procrastination parce qu'au final, on part pas en se disant j'en ai pour tout l'après-midi, j'en ai pour toute la journée, pour une semaine entière. En fait, on est en train de se dire ok, c'est bon, tu auras le droit à respirer à un moment donné. Et après, tu reprends. Parfois, il y en a, vous savez, il y a des chaînes, même YouTube, où il y a des personnes qui se filment pendant qu'elles travaillent avec la méthode Pomodoro. Et en fait, on se dit, tiens, en plus, ça crée un peu une présence, ça peut être une idée. Si ça te dit. Après, il faut voir. Parfois, moi, ce qui m'a aidé, par exemple, c'est quand avec une autre personne qui est allée à la bibliothèque, je suis allée moi aussi à la bibliothèque et on a bossé tous les deux. Ça m'a aidé à finir ma thèse quand j'ai dû finir ma thèse. J'avais envie de la finir, mais à un moment donné, quand vous avez un énorme boulot à faire, c'est quand même aidant quand tu trouves des solutions. Et moi, en l'occurrence, ça a été d'aller déjà à la bibliothèque, ça change tout. Après, maintenant, je travaille beaucoup mieux même chez moi. Avant, j'avais plus tendance effectivement à procrastiner si c'était le cas. Petit à petit, la discipline, elle peut aussi se faire. Je t'invite à retrouver aussi mes podcasts, comme je te disais, les contenus qui en parlent. Comme ça, tu vas pouvoir avoir plus d'inspiration, choisir celle qui te convient le mieux. Et tu trouveras aussi, je t'ai dit le lien pour recevoir mon guide offert avec les fameux 80 conseils et astuces pour doubler ta productivité et dire adieu à l'inefficacité, qui est en description de l'épisode de ce podcast ou via mon compte Insta, dans le lien bio. J'en parle de temps en temps, j'en parle régulièrement même. Donc voilà, tu peux trouver tout ça, ça va vraiment t'aider à apprendre à faire différemment et donc à ne plus te retrouver dans le cercle vicieux de la procrastination qui est très 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 relié effectivement au manque de confiance en soi, mais aussi au fait qu'on va pas forcément toujours structurer son projet, se projeter pour la suite d'une façon qui nous aide. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé de tout ça aujourd'hui. Je vais te faire un petit résumé des points clés. Donc ajoute une marge de sécurité à tes estimations de temps, fixe des délais plus courts pour augmenter ton efficacité mais de façon adaptée, utilise la méthode Pomodoro pour structurer ton temps de travail, identifie et réalise les tâches à fort impact en premier, agis dès maintenant pour créer un impact à long terme, sois flexible et adapte-toi quand c'est nécessaire. N'oublie pas de prendre quelques secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast. C'est le coup de pouce qui lui permet de toucher plus de personnes. Dans notre prochaine aventure, on explorera confiance intérieure pour entrepreneurs hyper sensibles ou tout simplement sensibles, mais en tout cas, on s'intéressera aussi à cet aspect, histoire de faire grandir en toi ce qui manque trop souvent pour élever ton entreprise là où tu désires qu'elle aille, et même si tu es un brin ou carrément sensible. Je te dis à mercredi prochain. Et ensuite, surtout, n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà,
c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.